Mesdames et messieurs, bonsoir, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 h. Voici les principaux faits. Actualité nationale, les mercenaires du dictateur érythréen s'attaquent aux intérêts des populations civiles dans le nord du pays en brûlant notamment 5 engins lourds. Et dans l'actualité africaine, des kamikazes tuent 10 personnes dans une attaque de mosquée au Niger. Merci à vous de nous rejoindre. Nous entamons cette édition par ce communiqué qui émane du ministère de l'Intérieur et qui dit je cite, dans la nuit du 4 au 5 mai dernier, dans les localités de Malaou et Doda, dans la région de Doura à Tadjoura, des éléments armés ont brûlé 5 engins lourds de travaux publics engagés dans la finalisation de la construction de la route du corridor nord, c'est-à-dire la route Tadjoura-Balhou. Et pour nous en dire plus, Fardous Hussein, bonsoir. Bonsoir. Alors, où en est la situation? Dites-nous en plus. Tout à fait. Donc, Ahmed, il s'agit d'un acte criminel grave, ciblant ainsi les efforts inlassables du développement engagés dans la région, dans notre cher pays. L'État djiboutien condamne avec la plus grande vigueur cette attaque lâche qui n'a pas fait de victimes, mais d'importants dégâts matériels. C'est encore une fois un acte grave de bandissime des mercenaires armés à la solde de l'État érythréen qui opère exclusivement dans le nord du pays. Leur état de service en faveur du dictateur érythréen s'exerce continuellement et exclusivement contre nos populations civiles du Nord. Mais pour autant, le dictateur est en droit de savoir que la route du développement du Nord ne s'arrêtera pas à cause de ces méfaits et agissements honteux. Les 20 km restants du corridor sont finalisés rapidement. Les actes de lâcheté de ces mercenaires sont dirigés contre des populations civiles, évitant soigneusement de s'attaquer à notre vaillante armée. Nous ne sommes pas dupes de leur dessein de suppôt d'un État dictatorial qui retient sa propre population dans une prison à ciel ouvert. L'État djiboutien rappelle que les nombreux actes ignobles de ces mercenaires dirigés essentiellement contre nos populations civiles dans le Nord, en brûlant notamment les forts engagés dans la lutte contre la soif, mais également des camions-citernes de transport d'eau aux populations des zones les plus reculées comme Margoïta, les véhicules civils militarisés transportant des passagers des localités rurales. Les dessins de cet acte contre le corridor nord est manifestement clair et arrive après que le recrutement des agents de sécurité du port de Tadjoura Ahmed qui doit prochainement entrer en activité pour le bénéfice de notre économie régionale. Il est de plus en plus clair que ces attaques de ces mercenaires obéissent à une stratégie diabolique du dictateur qui procède au nettoyage ethnique et au bouleversement de l'équilibre des populations. On se trouve donc sur la mer Rouge jusqu'à la frontière de notre pays. Notre pays n'acceptera donc jamais que des mercenaires à la solde d'un État érythréen terrorisent ces populations, brûlent les moyens de secours, de lutte contre la soif, attentent contre les infrastructures routières, bref, freinent le développement de la région du Nord. L'État djiboutien mettra tout en œuvre pour faire ces attaques de mercenaires et continuera sans relâche sa politique de développement tracée dans la région du nord du pays, et cela au bénéfice du bien-être de ces populations. L'État djiboutien appelle également les organisations régionales et internationales à prendre conscience qu'il n'y aura jamais une paix durable propice au développement
de toute région tant que le dictateur érythréen continuera à armer les mercenaires pour déstabiliser les pays voisins. Merci Fardous pour ces précisions. Je rappelle donc que c'est un communiqué qui nous est parvenu du ministère de l'Intérieur et du ministre de l'Intérieur en particulier. Dans le reste de l'actualité, une cérémonie de réception de dons d'une motopompe a eu lieu ce matin à la caserne de la protection civile. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, et a vu la participation de la représentante de l'OIM à Djibouti, Lalini Verassami, du directeur général de la protection civile, le colonel Mahmoud Moussa Deheye, et du secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darar. Cette donation de motopompes provient donc de la part de l'ONG française Pompiers de l'Urgence Internationale à travers l'OIM Djibouti donc, et a une capacité de 1000 litres par minute. Ce don intervient en réponse à la demande de la cellule de crise suite aux conséquences du cyclone Sagar afin de renforcer les matériels de la direction nationale de la protection civile. La réponse de ces pluies diluviennes qui se sont déroulées il y a quelques semaines, comme on sait, c'est aussi un appui que l'OIM est content d'appuyer, est content de soutenir avec une ONG française qui s'appelle les Pompiers de l'Urgence Internationale, une association française qui travaille avec l'OIM Djibouti depuis bientôt 2 ans et demi, qui ont appuyé nos activités à Obok, qui ont appuyé aussi quelques activités du ministère de la Santé. Et donc, on est très content que cette association, PUI, ait rapidement répondu à nos sollicitations de vous fournir des pompes, des motopompes à remorque. Ce que je comprends, ce sont des motopompes quand même de grande échelle, avec une capacité assez importante. Le ministre de l'Intérieur a dans un mot prononcé à cette occasion remercié l'ONG française Pompiers International et l'Organisation internationale pour les migrations pour ce don. Nous l'écoutons. Djibouti a subi les conséquences des cyclones Sagar qui s'est abattu dans tous les territoires nationaux dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 mai 2018. Ainsi, les pluies diluviennes accompagnant les cyclones ont eu un impact significatif en termes d'inondations et de dégradation des biens. Comme réaction, le gouvernement a mis en place une structure unique appelée cellule de crise ayant des capacités d'opération adéquates en mobilisant tous les moyens humains, matériels, afin de trouver des solutions pour faire face à l'inondation. Ainsi, cette cellule de crise a identifié des besoins en matériel dans le cadre des opérations d'évacuation d'eau que nous avons partagées avec nos partenaires techniques et financiers. Mesdames et messieurs, cette donation de motopompes de capacité de 1000 litres par minute, financée par l'ONG française Pompiers de l'Urgence Internationale d'une valeur nette de 80 000 €, intervient en réponse à la demande de la cellule de crise, afin de renforcer les matériels de la Direction nationale de la protection civile. Je tiens à vous informer l'arrivée dans le jour prochain de 2 autres motopompes avec capacité de 1000 litres par minute chacun, et c'est un don qui nous provient directement de l'OIM. Merci en avance, madame. Et pour conclure, je tiens à remercier l'ONG Pompiers Urgence Internationale pour leur contribution, mais aussi la chef de mission de l'OIM de Djibouti pour son soutien indéfectible.
Santé à présent, le ministre de la Santé, Dr Jamaa El-Maouki, a reçu ce matin dans son cabinet le nouveau représentant de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé à Djibouti, Dr Mandé El Taïf, qui a été introduit par son prédécesseur, Ja'far Jalal. L'entrevue se déroulait en présence du secrétaire général par intérim, Dr Salah Benoïta, et des cadres du ministère de la Santé. Il s'agit là d'une première réunion de présentation du nouveau représentant de l'OMS, qui est le principal organisme onusien qui travaille étroitement avec le département de la Santé. Le ministre de la Santé a tout d'abord souhaité la bienvenue au docteur Mondef El Taïf, qui sera donc à la hauteur de sa mission. Le ministre a par ailleurs salué le bilan de son prédécesseur, Ja'far Jalal, pour tous ses efforts consentis dans l'accomplissement des réformes structurelles par le département de la Santé. Le nouveau représentant de l'OMS a pour sa part remercié le ministre de la Santé pour son accueil et sa disponibilité. En nouvelle nationale, toujours, la journée mondiale de l'environnement est célébrée aujourd'hui à travers le monde avec pour thème cette année combattre la pollution plastique. Cette journée sert à sensibiliser le public contre tous les phénomènes qui altèrent la qualité de la vie sur Terre, entraînent de nombreux bouleversements climatiques, affectent des récoltes et entraînent des maladies. Cette journée est célébrée depuis 1974. Le ministre de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, a déclaré à cette occasion que cette journée permet d'attirer l'attention de la population sur un problème particulier qui affecte notre environnement et d'inciter tous les Djiboutiens à adopter un comportement écologique qui peut garantir un développement durable. Voici donc quelques chiffres sur cette pollution plastique. Chaque année, le monde utilise 500 milliards de sacs en plastique. 50% du plastique est à usage unique ou jetable. Nous consommons également 1 million de bouteilles en plastique chaque minute. Et dans une trentaine d'années, il n'y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Mais pour plus de précision, écoutons la déclaration du ministre de l'Environnement. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, comme chaque année à pareille époque, à l'instar du concert des nations, notre pays célèbre en ce 5 juin la journée mondiale de l'environnement. Cette année, la journée mondiale de l'environnement a pour thème combattre la pollution plastique. Le thème de l'édition de cette année encourage la communauté internationale à s'unir pour lutter contre la pollution par le plastique à usage unique. C'est un appel à l'action pour combattre l'un des plus grands défis environnementaux de notre époque. Le plastique se trouve partout et son utilisation est devenue commode, mais sa prolifération constitue une menace tant pour le milieu marin que terrestre. Ainsi, permettez-moi de vous fournir quelques chiffres illustrant la pollution due au plastique. Chaque année, le monde utilise 500 milliards de sacs en plastique. Au cours des dernières décennies, nous avons produit plus de plastique qu'au siècle dernier. 50% de plastique que nous utilisons est à usage unique ou jetable. Nous consommons 1 million de bouteilles en plastique chaque minute. Le plastique représente 10% de tous les déchets que nous produisons et 100 000 animaux marins sont tués en raison de la pollution par le plastique chaque année. Et le ministre a centré la seconde partie de sa déclaration donc sur l'utilisation des sacs plastiques et autres bouteilles ou boîtes plastiques à Djibouti. On l'écoute. Chers compatriotes, Djibouti est affecté par la problématique de déchets plastiques qui se trouvent dans nos rues, sur les arbres, sur les plages et en milieu rural sous forme de sachets, bouteilles, capsules, jerrycans, etc. J'en passe. Le déchet plastique dégrade le cadre urbain, impacte notre paysage, ont des conséquences néfastes sur l'environnement et la santé. En fin de compte, le problème de la pollution par le plastique est dû à notre mode de production et de consommation. C'est pourquoi nos systèmes de fabrication, de distribution, de consommation et de commerce du plastique, en fait, notre économie mondiale doivent changer. En conclusion, je vous exhorte à agir dès maintenant pour adopter un comportement écologique car la planète a besoin de nous tous.
Également dans l'actualité, fin d'un concours de lecture de Saint-Coran au sein des forces armées djiboutiennes. Et le chef d'état-major général des forces armées, le général donc, de corps, Zakaria Cheikh Ibrahim, a parrainé hier soir au centre de formation technique et tactique, la CITA, située au camp Cheikh Ousmane, la cérémonie donc, de clôture d'un concours de Saint-Coran. Ce concours a été organisé en étroite collaboration avec le service de l'attaché religieux de l'ambassade de l'Arabie Saoudite à Djibouti. À son arrivée sur les lieux de la cérémonie, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a été accueilli par les officiers supérieurs des forces armées djiboutiennes. Outre le général Zakaria Cheikh Ibrahim, plusieurs officiers supérieurs ont également assisté à la cérémonie, dont donc son adjoint, le général Ali Kamil, le chef d'état-major de la défense, le général Tahir Mohamed Ali, ainsi que le général Ousmane Noursoubaglé, les commandants de la garde républicaine et de la marine nationale ont également pris part à cette cérémonie. Le chargé d'affaires de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti, Hassan bin Mohamed Al-Ahmari, l'attaché religieux Cheikh Abdurrabou Ahmed Hakami et enfin de nombreuses autres personnalités civiles et militaires. L'attaché religieux donc, de l'ambassade de le Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti a prononcé un discours durant cette cérémonie dans lequel il a exprimé sa pleine satisfaction pour sa participation donc, à la cérémonie de clôture de ce concours du Saint-Coran organisé par le Haut Commandement des Forces armées djiboutiennes en collaboration avec les services religieux de l'ambassade. Le Cheikh Abdurrabou Ahmed Hakami a ajouté que cette initiative reflète la profonde coopération existant entre les deux pays. Enfin, l'attaché religieux de l'Arabie Saoudite à Djibouti a salué les efforts du commandement militaire à promouvoir l'apprentissage du Saint-Coran. Et en marge de la cérémonie de clôture de ce concours, le haut commandement militaire a organisé un iftar collectif. Cet iftar a vu la participation notamment donc, du général de corps Zakaria Cheikh Ibrahim et du haut commandement militaire djiboutien, le chargé d'affaires de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti, Hassan bin Mohamed Al-Ahmari, l'attaché religieux Cheikh Abdurrabou Ahmed Hakami et plusieurs autres personnalités donc, civiles et militaires qui ont pris part donc, à cet iftar collectif. Et revenons donc à ce concours de Saint-Coran. Les meilleurs candidats donc ont par ailleurs été primés. La première place est revenue à l'adjudant Ahmed Ali Darar des forces armées djiboutiennes pour les 15 premiers chapitres. La seconde place au caporal-chef Ahmed Abdallah de la garde républicaine et la troisième place au sergent-chef Abdi Ilmi Addaoué des forces armées djiboutiennes également. Ce concours coranique donc a regroupé cette année des concurrents des forces armées, de l'armée de l'air, des gardes-côtes et de la marine. Des prix et des récompenses ont été remis aux vainqueurs et certains autres participants. Et le chef d'état-major des forces armées djiboutiennes, le général de corps Zakaria Cheikh Ibrahim, a fait donc, durant un mot prononcé à cette occasion, le parallèle entre ce concours et celui plus important organisé depuis plusieurs années par le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf pour l'attribution du Grand Prix du chef de l'État. Il a indiqué que les Djiboutiens sont des fidèles musulmans et sont profondément attachés à leur foi, ce qui se reflète dans l'observation du jeûne du mois béni du Ramadan et dans l'engouement des Djiboutiens à se rendre dans les mosquées pour effectuer leurs prières afin d'expier leurs péchés, se rapprocher du Tout-Puissant et demander également pardon. Le général de corps a mis en relief les efforts déployés en ce sens par le président de la République et chef suprême des armées au service d'un islam de paix, d'amour et de tolérance. Il a enfin salué la mémoire du défunt président Al-Hajj Hassan Gouled Abtidon, père de la nation dont le corps repose au camp Cheikh Ousmane et pour lequel un mausolée a été construit. Le général Zakaria n'a pas manqué durant sa intervention de remercier les services de l'attaché religieux du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti pour l'organisation de ce concours de récitation du Saint-Coran.
Poursuite de l'acheminement de l'aide humanitaire vers la Somaliland. Un convoi humanitaire des forces armées djiboutiennes composé de 10 camions de type Ural transportant des produits de première nécessité, à savoir des vivres, des médicaments et des matériels de campement, s'est dirigé en direction de la Somaliland pour venir en aide aux populations sinistrées. En effet, donc, le cyclone Sagar a causé d'énormes dégâts humains et matériels, obligeant la population à se déplacer et quitter leur habitation. Le cyclone a aussi décimé donc le bétail et les laissant démunis et vulnérables. Dans sa tradition de partage et d'écoute, la République de Djibouti a répondu favorablement à la demande d'aide des autorités somalilandaises en préparant un convoi exceptionnel d'assistance humanitaire pour quelques 3000 familles sinistrées. Cette mission a été confiée aux forces armées djiboutiennes qui se sont chargées de l'acheminement, de la sécurisation et la remise de cette aide aux autorités locales concernées. Le convoi d'aide humanitaire acheminé transportait notamment des sacs de riz, de farine, de sucre, des produits d'entretien, des médicaments et de matériel de campement tels que des matelas et des couvertures. Ce convoi est destiné à couvrir les besoins de 2300 familles sinistrées afin de leur permettre de reprendre une vie normale le plus vite possible. À noter également que ce convoi est le deuxième en espace de 3 mois, le premier faisant suite aux pluies torrentielles ayant provoqué le débordement du fleuve Hirshabelle Sanli, forçant la population de Baladouine à migrer vers l'ouest. Et à l'arrivée, donc, le convoi djiboutien a été solennellement accueilli par la population qui est venue au devant avec beaucoup de ferveur et de gaieté. Le colonel Mohamed Jama Douali, commandant la garde républicaine et chef de convoi, a remis donc, au nom du gouvernement djiboutien et de son président, l'assistance humanitaire en faveur de la population locale. Nous sommes ici aujourd'hui, a-t-il déclaré, en vue d'acheminer la deuxième partie donc de l'aide humanitaire et alimentaire et logistique pour les sinistrés de Salal et Aoudal. Cette seconde aide est principalement une aide par voie donc terrestre, avec notamment des camions transportant des hommes civils et militaires, ainsi donc que d'un lot d'aide alimentaire pour 600 familles pour la localité de Salal et 2300 familles pour les régions d'Aoudal. Nous avons donc, mes hommes et moi, a-t-il poursuivi, parcouru un long chemin, beaucoup d'efforts et une tâche importante nous attendent donc pour venir en aide aux sinistrés suite aux ravages des dernières intempéries. Et la réaction donc des populations de la région d'Aoudal ne s'est pas fait attendre. Ils ont déclaré donc, je cite, « Nous sommes heureux de recevoir pour la seconde fois une aide alimentaire en provenance de la République de Djibouti. C'est une tradition. Djibouti nous vient régulièrement et sans relâche en aide à chaque sinistre. On le voit donc clairement à travers les médias. Et en tant que chef du district d'Aoudal, ce responsable donc a indiqué qu'il était posté depuis plus de 4 mois et que c'est le second lot d'aide alimentaire et logistique que Djibouti et son président envoyé donc vers cette région. Il faut dire que 72 heures après l'intempérie, donc Lougaïa a été pratiquement effacé de la carte et c'est l'hélicoptère de l'armée envoyé par l'État djiboutien qui a de nouveau localisé la ville de Lougaïa et c'est grâce à ce même hélicoptère que nous avons pu donc dénombrer le dégât au niveau humain et au niveau matériel. C'est un geste très significatif qui sera à jamais inscrit dans l'histoire. Et pour sa part, le représentant de la région de Lougaïa a remercié le colonel Mohamed Jama Douali et donc de la garde républicaine qui a acheminé donc jusqu'ici avec les soldats de l'armée djiboutienne une importante aide alimentaire de valeur. Nous sommes très heureux donc de constater, a-t-il indiqué, que de l'aide donc logistique mise en œuvre. Nous implorons Dieu Tout-Puissant qui vous en récompense, a-t-il indiqué très largement. Et nous remercions chaleureusement et profondément le président djiboutien qui nous vient régulièrement en aide. Et pour plus de 70% du bétail du cheptel donc ont été décimés, nous formons le vœu au président de la République de Djibouti à ce qu'il nous permette donc de réimplanter des têtes de bétail et de cheptel sur notre territoire pour retrouver de nouveau nos ressources vivrières en matériel de troupeaux. Et de son côté donc la région a été ravagée par les dernières intempéries suite aux crues des Oued et aux intempéries. Il a rappelé qu'il y a un mois Djibouti donc était venu lourdement chargé servir donc dans cette région.
A dit qu'il à présent, dans le cadre des actions de bienfaisance qui ont eu lieu donc au cours de ce mois béni du Ramadan, un important don de date a été octroyé par la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd. Les responsables de la préfecture et les membres du conseil régional ont eu la charge de procéder à la distribution de ces dates aux différentes localités périphériques du chef-lieu de la région de l'unité. En effet, dans la journée d'hier, le président du conseil régional, Abdelrahman Younis Arré, accompagné donc de ses collaborateurs et en étroite collaboration avec le préfet adjoint et ses proches collaborateurs ont organisé des opérations sociales de distribution des bidons de dates aux populations vulnérables et cosmopolites des différentes localités de la région de Dikil ainsi qu'aux 3 sous-préfectures, aux associations à besoins spécifiques et aux personnes affectées par des troubles mentaux. 3 localités, à savoir Abaitou, Kontoli, et là, aujourd'hui, à l'instant même, nous nous trouvons à Chekati, où nous procédons à la distribution des dates, bien sûr, envoyées par la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, présidente de l'INFD. Cette distribution tombe à point nommé parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans le mois béni du Ramadan et Dieu a dit aide-toi, le ciel t'aidera. Donc en partant de ce principe, dans des conditions difficiles, nous sillonnons la région pour procéder à la distribution de bidons de dates dans les différentes localités de la région et bien sûr aussi dans les chefs-lieux de la région. Donc je terminerai mes propos en remerciant infiniment Madame la Première Dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, ainsi que le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, et l'ensemble du gouvernement qui ne cesse de multiplier les actions sociales, surtout en ce mois béni du Ramadan. Donc nous les remercions amplement en exprimant bien sûr en mon nom personnel et au nom du Président du Conseil régional. Et nous restons dans le sud du pays, notamment à Lissabé, donc, et dans le cadre du combat mené contre la vente illicite de produits de contrebande qui entrent illégalement dans le pays sans le paiement des frais de douane. La brigade de la douane mobile, en étroite collaboration avec l'armée Bias de la région d'Ali-Sabié, a intercepté dans la journée d'hier, dans les restaurants du Grand Bara, 113 jerrycans de 25 litres de gasoil et 12 barils de gasoil, 200 litres et un sac contenant 50 mini-bouteilles de 205 ml d'alcool de dry gin éthiopien. Des contrebandiers donc revendent ainsi illégalement des hydrocarbures et de l'alcool. Certains chauffeurs des camions citernes sont suspectés de participer à ce trafic. Et de là, nous passons à l'actualité africaine et internationale, donc avec Fardous. Donc au Niger, Fardous, des kamikazes ont tué donc 10 personnes dans une attaque de mosquée. En effet, donc 3 kamikazes ont tué 10 personnes dans une mosquée de la ville de Difa, au sud du Niger, qui s'étaient rassemblés après avoir rompu le jeûne du Ramadan. La zone autour de Difa, à proximité du lac Tchad et des frontières avec le Nigeria, le Tchad et le Cameroun, est un bastion de 2 factions du groupe militant Boko Haram qui se battent pour établir un État islamique dans la région. C'était donc hier soir que ces 3 personnes ont explosé leur charge pendant un service religieux. Le sud du Niger a connu des attaques sporadiques de militants vaguement liés à Boko Haram, le groupe islamiste qui s'est progressivement scindé en 2 factions, Ahmed, dont l'une a prêté allégeance à l'État islamique en Syrie. Et dans l'actualité également, Fardous, donc le bureau de Bruxelles, donc des propositions allemandes très attendues sur l'euro. Et oui, Ahmed, après donc plusieurs mois de tergiversation, la chancelière allemande a finalement présenté ses propositions de réforme de la zone euro. Angela Merkel se dit favorable à la mise en place de 2 dispositifs européens très encadrés. Elle soutient l'idée d'un mécanisme de prêt pour les États membres en difficulté. La dirigeante allemande accepte aussi le principe d'un budget d'investissement commun. Le système permettrait à l'Union d'être moins dépendante du Fonds monétaire international. La chancelière fait aussi un geste en direction du président français Emmanuel Macron. Toutefois, les propositions allemandes sont encore loin de l'ambition du président attendu donc par Emmanuel Macron. Pour le leader des libéraux du Parlement européen, l'essentiel de voir Berlin franchir le pas. Et enfin, Fardous, donc le numéro 1 russe, Vladimir Poutine, serait en Autriche.
Et oui, Ahmed, c'est une visite très surveillée. Vladimir Poutine est en Autriche et les abords de la chancellerie sont désormais impénétrables. Le président russe a rencontré son homologue autrichien. En attendant, il a accordé une interview à la télévision publique autrichienne. Un entretien qui a porté beaucoup sur l'Europe. Vladimir Poutine y est apparu plutôt europhile. Nous ne souhaitons pas diviser l'Union européenne. Nous avons en fait un intérêt à ce qu'elle soit unie et prospère, car c'est un principal partenaire européen, a déclaré Vladimir Poutine. L'extrême droite, présente au gouvernement autrichien, entretient des bons rapports avec la Russie de Vladimir Poutine. Merci Fardous, merci également à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, le programme continue.